Nous sommes le 19 mai 2024 et effectivement, ouais je sais, à chaque fois qu'il y a une vidéo occasionnelle, je suis obligé de mentionner la date parce que bon voilà c'est important tout ça, mais voilà je sais que tout le monde s'en fout un peu, mais là pour le coup, non, là vraiment c'est une date importante à marquer, vous allez comprendre pourquoi, même si bon, vous avez vu la miniature, le titre de la vidéo, voilà vous savez. Mais oui, effectivement, si beaucoup d'entre vous s'en souviennent, et je pense que c'est le cas au vu de si vous êtes sur cette vidéo ou pas, mais oui, le 19 mai 2019 était diffusé le tout dernier épisode de Game of Thrones. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette fin qui a tant fait polémique. Bon déjà, reconstituons un petit peu les faits. Game of Thrones, à une époque, c'était un phénomène. Des gens se réunissaient dans un café pour assister à la fin de la série tellement elle était mythique. On n'a jamais vu une série autant réunir de téléspectateurs en des années de cela. YouTube était littéralement envahi de vidéos qui parlaient de la série tellement il y avait des gens qui parlaient de cette série, moi compris évidemment, à côté bien sûr de la hype autour d'Avengers, de Marvel et tout ça, mais vraiment le mois d'avril et de mai, c'était quelque chose d'épique à vivre quand on était en 2019. Ajoutant ça aussi le fait que PNL sont devenus des phénomènes dans leur dans leur culture quoi, dans leur domaine. La saison 3 de Shingeki no Kyojin foutait des baffes par paquet de 12 aux fans de Shingeki no Kyojin et même aux fans de manga de manière générale. Moi forcément j'ai assisté à tout ça autour de mes 15 années près et surtout après je passais mon brevet et tout ça, mais vas-y ça, c'est un autre détail de collégien. Dites-moi, tiens, vous, ce que vous foutiez, par exemple, aux alentours de cette époque-là. Je serais curieux de savoir ce que vous foutiez le 19 mai 2019. Voilà, c'est ma petite réponse en cadeau, tout ça. Mais malgré tout ça, on était tous unanimes sur un point. Enfin, tous. Il y avait certaines personnes qui pouvaient chipoter un sujet, mais on était d'accord sur un point. Cette dernière saison de Game of Thrones était tout simplement décevante. Et quand je dis décevante, c'est que... Bon, pas qu'on s'attendait à mieux, et ça, de toute façon, on va y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous été déçus de cette fin. Cette fin était tout simplement décevante sur beaucoup de points. Et avant de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés là, eh bien, il faut d'abord que l'on remonte progressivement dans le temps à une époque où Game of Thrones commençait petit à petit à avoir du succès auprès du grand public et des téléspectateurs. J'irai même plus loin, on va se focaliser sur un seul spectateur, moi. Ouais, je sais, c'est pas très objectif, mais vas-y, histoire de recontextualiser. Franchement, cette saison, vous pouvez pas savoir à quel point je l'attendais, mais depuis déjà un moment, mais vous pouvez même pas savoir à quel point je l'attends. Ça fait depuis, ça doit faire genre un an et à peu près 9 mois que j'attends cette saison. Nous sommes en 2017, j'entends parler de cette série alors que moi je suis encore bloqué à regarder Zig et Charcot parce que si vous suivez cette vidéo, vous devez sûrement vous rendre compte que voilà, j'étais obligé de changer d'air et de me démarquer pour devenir un véritable adulte aux yeux des collégiens, faut capter. Puis en 2017, j'ai accès à OCS qui diffuse la série justement, et donc je décide de me tchatcher cette série histoire de montrer que je suis devenu un adulte et que les mangas maintenant c'est pour les enfants. Et j'accroche pas. Voilà, mais bon, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà parce que passer de l'animation un peu cartoon à quelque chose de en prise de vue réelle et surtout avec des scènes comme ça. Not timid. Do you like women? Ou des scènes comme ça. Voire même encore pire. Des scènes comme ça quoi. Arraché par Aegon aux mains de ses ennemis vaincus.
forgé au souffle brûlant de Balérion la Terreur. Il n'y a jamais eu mille lames. À peine de sang, je le sais. Je les écoute. Non, cela m'étonne pas de vous. Quelle affreuse vieille chose. Ouais, c'est clair que le changement d'ambiance il est radical. Et en même temps, il n'y avait pas non plus que ça. Bon, déjà, je pense que beaucoup d'entre vous, et même beaucoup d'entre nous, n'ont pas accroché à cette série pour la simple et bonne raison qu'on nous en présentait beaucoup trop. J'en ai plus ou moins parlé dans cette vidéo il y a 2 ans, mais effectivement, on ressentait précisément ce constat. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo juste pour vous, surtout pour ceux qui n'ont pas vu la série Game of Thrones, histoire que... voilà, vous puissiez vous mettre dans le bain, dans le contexte, etc. Seulement, malgré tout ça, je suis passé outre et... la série a commencé petit à petit à me plaire. Ça me plaisait de voir Daenerys dompter petit à petit ses dragons au fil des saisons. Ça me plaisait surtout de voir Bran handicapé braver ses traumatismes et ses histoires pour pouvoir devenir cette fameuse Cornelia à 3 yeux. Ça me plaisait aussi de savoir ce qui se passait vers Port-Réal, aux alentours de Port-Réal, surtout de suivre les aventures d'Arya, qui deviendra plus tard une de mes personnages préférés et qui deviendra encore aujourd'hui, voire même plus parce que... Non. Et surtout, j'avais envie de savoir ce que ça donnerait de voir ces espèces de marcheurs blancs se défouler au travers du monde. Parce que, voilà quoi, voir des morts se battre contre des vivants, ça donne franchement envie. Ouais, je sais que si on parle de ça et que vous avez vu la fin de la série, vous savez tous très bien de quoi est-ce qu'on parle. Je sais les gars, je sais. J'arrive en fin 2017 et effectivement, la série est incroyable. Elle arrive même à me faire ouvrir l'envie de regarder plein d'autres séries de ce genre, que ce soit avec The Walking Dead, Casa de Papel et plein d'autres séries que j'ai vues après ça grâce à Game of Thrones. Et suite à cela, pendant toute l'année 2018, bon déjà je développe un peu ma chaîne YouTube parce que je venais à peine de commencer à cette époque-là, mais surtout... je commence à devenir petit à petit fan de l'univers de la série. Je commence à regarder plein de vidéos qui parlent de cet univers. Je regarde toutes les théories qui se font autour de la saison 8. Je regarde même ce qui est prévu pour la saison 8. Bref, voilà, je suis un passionné. Je regarde quand est-ce qu'elle sort, etc., etc. Et même autour de ma famille, on commence à en parler de Game of Thrones. Pour vous dire à quel point cette série a commencé à faire parler d'elle de par son absence immense. Un petit peu comme ce que faisait PNL, hein, sachant qu'ils sont sortis pile à cette période-là. Comme quoi, voilà, 2019, on a bien ralasse sa race quand même. Puis arrive le trailer de la saison 8. Et ce moment-là, je m'en souviendrai absolument toute ma vie. Ce moment-là nous avait fait frissonner. C'était littéralement la deuxième meilleure bande-annonce que j'avais vue de l'année 2019. Après, on a eu la bande-annonce de Godzilla 2 et... ouais non, le film était pas tchac, donc vas-y, on va pas le comptabiliser. Tout le monde suranalysait la chose, tout le monde se charcutait à essayer de trouver qu'importe quel détail, juste histoire de se faire des vues, des millions d'abonnés, etc., etc. Bref, à ce moment-là, chaque youtubeur spécialisé, soit dans le cinéma, dans la télévision, ou voire même dans l'analyse de manière générale, se surfocalisait immédiatement sur la série Game of Thrones, comme si c'était l'événement à pas manquer. On vivait Game of Thrones comme on vivait une sorte de coupe du monde à cette époque-là. On nous avait annoncé que la saison 8 c'était la dernière et qu'elle comptabiliserait plus de 6 épisodes. Pour les 6 épisodes de cette dernière saison, la chaîne HBO a mis 90 millions de dollars sur la table, soit environ 4 fois plus que pour une saison du Bureau des légendes diffusée sur Canal+. Une somme astronomique pour une série qui a servi pour cette saison 8 à tourner une bataille gigantesque qui a nécessité 55 nuits de tournage. Et au fur et à mesure des saisons, les effets spéciaux sont devenus indispensables, notamment pour donner vie à 3 énormes dragons, éléments essentiels de l'histoire. Bon, j'avoue, j'avais un petit peu de crainte parce que je me suis dit, avec tout ce qu'ils avaient à conclure, ça pourrait peut-être faire peur. Mais je restais quand même confiant parce que dans ma tête, je me disais que les 7 saisons de Game of Thrones étaient quasiment à sans faute et qu'ils avaient réussi sur absolument tous les points. Donc pour moi, la série ne pouvait qu'être satisfaite. Et ce pull d'ailleurs que vous voyez, je l'ai acheté 2 mois avant la sortie de la série. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans les anciennes vidéos que j'avais postées en 2019. Et croyez-moi que c'est le même pull que j'avais acheté à Celio encore aujourd'hui. Et sachant que j'avais le choix entre un t-shirt Black Panther et celui-ci... bon, avec ce qui est devenu Black Panther entre-temps, je regrette pas trop mon choix non plus. Hein. Et d'ailleurs même, pour fêter l'arrivée de cette saison 8, j'avais même prévu de faire mon top 10 des meilleurs épisodes de toute la série. Mais bon, mauvais timing, hein, j'avais une sortie scolaire à Londres, hein, du coup j'ai pas pu finaliser cette vidéo et malheureusement, elle sera perdue et ne sortira absolument jamais. Et en soi, je regrette pas non plus trop ce choix, parce que bon, avec les choix que j'ai fait, je ne me souviens plus trop des choix que j'avais fait, mais je pense pas que j'aurais été satisfait du résultat non plus, parce que mon avis aurait sûrement changé au fil du temps, puisque j'ai développé une analyse critique de ce que je regarde en ce moment, depuis un long moment, et donc je pense que j'aurais pas été trop fier de ce que j'aurais sorti de toute façon, donc je suis bien content de pas avoir sorti cette playlist. Et là, ça y est, on y est, on est arrivé en avril
2019. Je viens à peine de revenir de la ville de Londres qui était magnifique, hein, voilà, je préfère préciser. Puis ensuite, bon, on savoure chaque épisode, on s'est fait nos attentes pendant des années et des années. On a attendu de savoir comment est-ce que cette série allait se terminer. On bouffe un épisode pendant les 6 semaines qui se suivent, jusqu'à cette date fatidique qui a eu lieu 50 jours pour jour. Et là, déception. Mais quelle déception! Je l'ai même dit au fil de cette vidéo que vous êtes en train de voir là. Les batailles finales de chaque épisode étaient spectaculaires. On a kiffé voir nos personnages grandir et évoluer après tout ça. Bref, on a pris notre pied sur un certain point, mais sur un autre, il y avait un arrière-goût de complètement inachevé. Par exemple, les morts de Jaime et Cersei qui a été balayé d'un coup, la romance entre Jaime et Gwendoline Paltrow, je sais plus son nom, bref, Brienne de Tarse, voilà c'est ça, qui se fait jarter direct parce que... faut bien trouver une justification à trouver une fin à toute cette histoire. Hein. Jon Snow qui promet de protéger sa reine à tout prix alors qu'elle finit par le tuer à la fin. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas et plein de trucs qui nous ont déçus et qui nous ont laissé cet arrière-goût énormément amer, surtout avec une fin aussi précipitée et aussi nulle et pathétique. Aussi des stratégies militaires tellement connes qu'on n'a même pas besoin d'être stratège en military et en champ de bataille pour comprendre à quel point c'est con. Genre là par exemple, t'as un dragon, tu peux juste passer par derrière les bateaux. Pourquoi est-ce que vous mettez une armée de 20 000 soldats postés à l'extérieur des murailles de Port-Réal alors que vous pouvez largement les mettre à l'intérieur? Ça vous évitera de gaspiller des troupes, je ne sais pas. Les arbaléteurs de bateaux qui ont été capables de tuer un dragon de Daenerys mais sont pas capables de tuer Drogon parce que... fallait choquer mais pas trop non plus quoi. Et forcément, le meilleur pour la fin. Vous voyez ça? C'est ce qu'on nous avait teasé depuis quelques années. Et voilà ce que Arya nous en a fait. De rien. La question que l'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là, à cette époque-là? Comment est-ce qu'on a pu faire une fin aussi médiocre comparée à ce que toute la série nous avait offert? On pourrait sortir les excuses du genre, ouais, mais tu sais, les attentes des spectateurs étaient beaucoup trop grandes pour satisfaire tout le monde. Alors non, désolé, mais le coût des attentes des spectateurs, ça c'est quelque chose qui peut se justifier pour absolument tout et n'importe quoi. Genre Star Wars 9 a été décevant parce qu'on attendait trop le film. Ou alors Le Seigneur des Anneaux c'était trop décevant parce qu'on a beaucoup trop attendu le film. Ou alors le live action de One Piece on l'a trop attendu et du coup ça a déçu tous les spectateurs. Stranger Things saison 5 c'est une saison qu'on en attend beaucoup trop. Donc forcément que les spectateurs vont être déçus à la fin, c'est obligé. Alors certes, je suis totalement d'accord du fait que tout le monde ne peut pas être satisfait. Voilà, c'est tout à fait normal et c'est même logique et ça... on peut en débattre de toute façon, c'est obligé. Mais vous savez, c'est pas une fatalité pour absolument tout. Je veux dire, il y a des fins de série qui sont acclamées. Je pense par exemple à Soprano, Breaking Bad, Cowboy Bebop. Bon, Death Note, ça fait un peu polémique, mais ça c'est un autre détail. Mais s'il y a bien une excuse qui est quand même valable malgré tout ça et qui justifie parfaitement la raison pour laquelle cette dernière saison est mauvaise, eh bien c'est ces deux mecs, David Benioff et D.B. Weiss. Si vous ne connaissez pas ces deux gars, eh bien c'est simple, ce sont les deux showrunners de cette série. Donc eux, qui s'occupent forcément de l'écriture de la série, de comment est-ce qu'elle va être produite, de la façon dont ils vont charcuter chaque épisode scénaristiquement. Bien sûr, même s'il y a des scénaristes qui écrivent leurs épisodes en fonction, eh bien ils sont obligés de respecter des cases cochées par ces deux showrunners. Normalement, c'est comme ça que fonctionne une série. Normalement, c'est deux personnes, voire même une, ça peut dépendre, qui supervisent les épisodes de chaque série pour ensuite les diffuser au préalable au meilleur moment possible. Il donne ça ensuite à un scénariste qui va s'occuper de bien organiser tout ça et qui puisse ensuite savoir comment est-ce qu'on met la mise en scène, comment est-ce qu'on la monte, etc., etc. Puis ensuite, ça va être au tour du réalisateur qui va engager de tourner l'épisode à la suite. Et après ça, à la suite, voilà, hein, vous connaissez plus ou moins les détails, comment ça fonctionne le tournage, etc., etc. Je vais pas vous faire la chanson. First of all, the show is fantastic and congratulations. D.B. Weiss, avant Game of Thrones, lui, il a absolument rien fait, il a rien écrit, enfin si, il a juste fait, 2-3 fictions à droite à gauche, mais rien de spécial et rien de transcendant non plus. Alors que David Benioff, lui, il a un CV un petit peu plus grand. Déjà, il s'est occupé de 3 et de... Oh, non. Ouais, c'est lui qui a fait Wolverine Origins.
Le film où Wolverine affronte cet énergumène qui est censé être Deadpool. Et si vous voulez encore avoir peur, bah sachez qu'après cette série, ce duo de scénaristes ont été engagés pour faire une nouvelle trilogie Star Wars, sûrement avec Rian Johnson, et c'est eux qui s'occupent de la série acclamée Le Problème à 3 corps. Bon là déjà vous êtes en train de vous poser la question, comment c'est possible que deux de ces gars-là ont été engagés par George Martin pour faire cette série-là, une série aussi ambitieuse avec un univers et alors aussi immense, genre comment est-ce que ça a pu arriver? Eh bien, voici justement la petite histoire. Bon, George R. R. Martin écrit son livre Game of Thrones, voilà, c'est un succès, tout ça, bon, voilà, c'est du classique. Sauf que, bah, George R. R. Martin, lui, il voudrait que son univers soit adapté au cinéma. Bon, vous vous en doutez, au vu de la densité du lore, que Game of Thrones, c'est pas du tout équivaut au Seigneur des Anneaux. C'est impossible qu'un lore aussi énorme que celui-là aille au cinéma. Là, au contrairement au Seigneur des Anneaux, bon, on disait que c'était inadaptable en film, mais surtout inadaptable en série. Alors que pourtant, il y a eu 3 films faits par Peter Jackson, qui sont tous les 3 des grands succès critiques et commerciaux, qui traversent le temps et les siècles comme des grands classiques de l'histoire du cinéma. Mais Game of Thrones, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas une grosse aventure où t'as un groupe de personnes qui vont se diriger vers un endroit précis pour tuer le mal absolu. Non, non, Game of Thrones, c'est une histoire de politique, de corruption, le tout avec une armée de morts qui avance sur leur gueule droit pour les détruire, et avec plein d'autres histoires secondaires aux alentours. Bref, c'est beaucoup trop dense juste pour un film de 3-4 heures, peut-être même 5 ou 6 heures à la limite. Donc non, pour un projet beaucoup trop ambitieux pour ce que c'est, bah la série, le film est annulé, et il n'y aura jamais eu de film Game of Thrones avec tout ça. Mais une boîte de production nommée HBO se dit être chaud pour pouvoir adapter ce film, enfin ces livres, non pas en film, mais en série. Et George, bon, se dit être assez chaud, sauf que 2 scénaristes se pointent pour vouloir adapter cette série de livres, pas en série, tout simplement. À savoir les 2 que je vous ai cités tout à l'heure. Et du coup, voilà plus ou moins où on en est. Mais bon, vous vous en doutez, quand George observe leur CV, bon voilà, le gars il est un petit peu... Ça sera pas possible. Et comme ce dernier n'a pas été très sûr, bah ce dernier lui fait passer un test assez fatal pour savoir s'ils connaissent bien l'univers, s'ils ont les capacités pour adapter leur série, bref, si ces gars sont vraiment prêts à faire de sa série de livres un succès. Et la question c'était, qui est les parents de Jon Snow? Qui sont-ils? Bon, vous vous en doutez, si vous avez vu la série, et puis de toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, vous devez savoir exactement quelle est la fin de Game of Thrones. Donc vous savez plus ou moins qui sont les véritables parents de Jon, à savoir que c'est Lyanna Stark, sœur de Ned Stark, et surtout que c'est un fils du roi fou, donc descendant des Targaryens, ce qui fait de Jon Snow l'héritier du trône de fer, si vous connaissez l'univers de la série. Une fois cette réponse donnée, bah c'est bon, pour George c'est tout bénef. Le gars il sait qu'il a affaire à des gars qui connaissent bien son univers, qui savent comment est-ce qu'il faut l'adapter. Du coup bon c'est bon, il lui laisse carte blanche pour pouvoir adapter ses livres en série. Du coup ça se fait. Et voilà du coup où nous en sommes. Ces derniers nous ont offert toute la série et on en arrive à ce point fatal. I was pissed that it wasn't me killing the Night King. I would have given you I'd have bet you thousands. He stops before Bran and raises his sword to strike, but something is hurtling toward him out of the darkness. Arya. She vaults off a pile of dead whites, leaps at the Night King, and she plunges the dagger up through the Night King's armor, and the Night King shatters. End of Game of Thrones. Je vous ai parlé de mon point de vue et de la façon dont je voyais Game of Thrones à cette époque. Maintenant, on va se focaliser sur la façon dont je voyais Game of Thrones selon certains téléspectateurs. Et ces certains téléspectateurs, eux, en plus d'être des grands fans de Game of Thrones et surtout des grands admirateurs de la saga, les gars, ils ont commencé à avoir un énorme problème, pas à partir de la saison 8, ni même de la saison 7. Non, non, pour eux, c'est bien plus tôt. Eux, ils ont commencé à avoir des frissons pour la suite à partir de la saison 5, à peu près. Ou peut-être 6, je sais plus. Il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser. Il faut savoir que tous les livres de Game of Thrones ne sont pas adaptés. Bien sûr, il y a des séries à part, qui sont complètement à part de l'univers de la série, voire même, de l'univers de la série, de la narration de la série, si je puis dire. Mais voilà, disons que ce sont des histoires parallèles à l'univers de Game of Thrones, en fait. La série principale de bouquins, à l'heure où je vous parle, n'est toujours pas terminé. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il en est en termes de parution, mais oui, George R. R. Martin a dit qu'il se chargerait d'écrire la fin de sa série. Or, le gars nous a annoncé ça, ouais, vers 2019, histoire de rassurer les fans et tout ça. Or, là, on est en 2024, mon pote, c'est quand tu veux. Et comme du coup, les suites de bouquins n'ont pas été adaptées, vous vous en doutez, la série est confrontée donc à un choix possible pour pouvoir continuer. Et ils ont 2 choix distincts pour pouvoir choisir. Soit
bah, il décide d'attendre que George termine sa série. Je pense, au vu de la vitesse à laquelle il accélère, je pense qu'on aurait attendu longtemps pour avoir la fin de notre série. Même les acteurs aussi, je pense qu'ils se seraient impatientés, ils seraient déjà passés à autre chose. Ou alors, les gars décident d'aller à l'instinct et de raconter leurs propres histoires. Spoiler alerte, ils ont continué leur histoire sans prendre en compte les bouquins. Et en soi, je dis pas que c'est une mauvaise chose non plus, mais il faut juste faire attention à ce que ça puisse pas défier les attentes des spectateurs non plus. Batman, dans une de ses vidéos sur le sujet, en parle justement très bien. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, franchement elle est cool. Mais justement, si George il a mis suffisamment de temps pour pouvoir écrire ses personnages de sorte à ce qu'ils puissent aller vers une seule et même direction, c'est pour la simple et bonne raison qu'il veut à tout prix que ça soit logique. Il écrit ses personnages comme il fait pousser des plantes dans son jardin. À savoir que s'il a dit que si le jardinier a dit qu'il voulait des tomates dans son potager, il voudra à tout prix que ça soit des tomates, pas d'autres fruits ou qu'ils soient arrosés d'une façon à ce que tout soit arrosé correctement. C'est plus ou moins la technique du jardinier, si je puis dire, quand t'es scénariste. C'est un peu comme créer une chaîne YouTube qui s'appelle Le Potager et qui parle de rap. Au début sur YouTube, niveau référencement, ça va pas être terrible, crois-moi. Par exemple, ce dernier a du mal à écrire Daenerys Targaryen comme il veut à ce qu'elle aille dans sa propre direction. Par exemple, elle a commencé à naître à partir du moment où elle a fait d'elle une sorte d'esclave sexuelle de Khal Drogo jusqu'à ce qu'elle devienne littéralement son mari pour qu'ensuite elle décide de voyager avec son violeur. C'est une époque du Moyen-Âge, voilà. Mais s'il veut que Daenerys soit un personnage puissant, il faut à tout prix qu'elle ait un cheminement logique jusqu'à ce moment-là. Par exemple, le fait qu'elle ait des dragons, ça c'est le premier pas pour qu'elle devienne la personnage que l'on a connu après ça. À savoir une figure autoritaire qui s'accaparera 2-3 armées à droite à gauche en voyageant petit à petit. Le tout sans que ça n'ait pas de sens du tout. Au contraire, il faut à tout prix que son évolution ait du sens. C'est d'ailleurs pour ça que Martin galère encore aujourd'hui à écrire son histoire correctement. C'est tout simplement parce qu'il a du mal à écrire son personnage Daenerys de sorte à ce qu'il puisse aller dans la direction où George voudrait qu'elle aille. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il met autant de temps à écrire ses livres. Mais juste que vous compreniez une chose. Martin, quand il écrit ses personnages, il écrit de sorte à ce qu'il puisse aller vers une direction claire et nette. Alors que David Benioff et D.B. Weiss, eux, ils ont une façon d'écrire complètement différente. C'est-à-dire que les gars, ils savent très bien où est-ce qu'ils vont avec leurs personnages. Enfin, ils savent très bien. C'est relatif. Ils veulent que leurs personnages en arrivent plus à ce cheminement-là. Et du coup, ils veulent à tout prix à ce que ils en arrivent là. Donc du coup, ils sont prêts à se permettre absolument toutes les facilités scénaristiques qu'ils veulent pour pouvoir en arriver au point final justement. En gros, lundi, c'est pas la destination qui compte, mais le voyage, alors que l'autre, c'est pas le voyage qui compte, mais la destination. Les deux façons de penser et d'écrire sont complètement efficace ou pas en fonction de l'œuvre que tu veux écrire ou pas. Ça dépend juste de la façon dont est-ce que tu vas l'écrire. Mais si d'écrire ton personnage de façon à ce qu'il puisse arriver à son point final avec une facilité déconcertante, je suis désolé les gars, c'est pas du tout comme ça qu'on écrit une bonne histoire en fait. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Si ton personnage doit arriver à un point final, il faut qu'il y arrive avec toute la logique possible. C'est pour ça que voir Daenerys Targaryen détruire toute la ville de Port-Réal avec une facilité déconcertante, sur nous spectateurs ça fait pas effet. Déjà parce que c'est trop facile et surtout on a vu un personnage plus difficilement galérer face à ça. Je veux dire, Ned Stark il a même pas réussi à atteindre le trône, même si c'est pas vraiment ça qu'il voulait. D'un côté t'as Stannis qui voulait le trône mais n'a pas réussi à l'avoir. De l'autre t'as Baelish qui voulait lui aussi le trône mais malheureusement ça ne l'a pas réussi. En bref, voilà, il y a plein de personnages qui ont essayé de vouloir le trône de fer et même essayé d'avoir le trône de fer, mais qui se sont soit cassés les dents ou soit ont dû en baver pour en arriver là où ils en sont arrivés, pour le trône de fer évidemment. Là, voir Daenerys arriver à son trône de fer sans sa cire en plus de ça, c'est extrêmement décevant. Et c'est précisément pour ça que c'est à partir de ce moment-là, à savoir à partir de la saison 5, que les fans de Game of Thrones ont commencé à s'y perdre parce que ils voyaient leur personnage progresser avec une facilité déconcertante, les débats politiques autour des politiciens et des rois etc commençaient petit à petit à disparaître et petit à petit à s'estomper, soit pour laisser place à des scènes d'action spectaculaires, soit pour laisser place à ce qui allait arriver plus tard. En bref, voilà, tout est au service de la conclusion et non plus de la narration. Et ça, c'est ce qui a cassé le rythme de tout l'univers de Game of Thrones. Et ça, c'est tout simplement dû à la raison pour laquelle changer de scénariste en cours de route alors que t'écris ta propre histoire, c'est une idée absolument débile. C'est pour ça que Lost est une série
aussi décevante que ça, pour la simple et bonne raison que on a changé 2 scénaristes en cours de route, 2 showrunners si vous voulez, et du coup on a décidé d'en faire n'importe quoi, et ce, peu importe ce que l'on nous racontait. Du coup, tu comprends plus les enjeux, tu comprends plus les histoires, tu comprends plus ce qui devait être raconté à la base, tout simplement parce qu'on n'a pas consulté les showrunners de base à l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Monsterverse part en couille. On a eu des auteurs qui ont su ce qu'ils ont voulu apporter autour des univers de Kong et de Godzilla, sauf que entre temps il y a eu un changement scénaristique moindre autour de Godzilla vs Kong, et les gars ils ont décidé de faire tout ce qu'ils veulent et de faire nanar sur nanar à la suite. Et c'est précisément ce que j'explique dans ma vidéo sur la chute de Pirates des Caraïbes, à savoir que au début on avait une histoire simple et efficace qui tenait sur 3 films, mais quand on a commencé à changer de scénariste et de réalisateur, là du coup les gars ils se sont permis de faire absolument tout ce qu'ils voulaient, ce peu importe ce que cela allait donner. Et effectivement moi je vois tout ça, j'avais vraiment du mal à y croire, mais c'est à partir du moment où j'ai vu cette vidéo de critique masquée qui m'a fait comprendre que effectivement ce gars il a raison. C'est vrai que ça a énormément moqué à la dernière saison de Game of Thrones. Genre regardez les 6 derniers épisodes de Game of Thrones et allez ensuite regarder les premiers épisodes de Game of Thrones. Vous allez voir, entre les deux, c'est le jour et la nuit. J'ai une grosse admiration pour Captain Popcorn d'avoir réussi à nous construire 6 épisodes de dernière saison de Game of Thrones tellement plus satisfaisante que la série en elle-même, que franchement ça me déçoit un peu de savoir que même lui il n'aurait pas été capable de nous donner une fin satisfaisante de Game of Thrones. Enfin, elle aurait été satisfaisante certes, mais ça aurait pas été le Game of Thrones que l'on a connu à la grandeur. Ça aurait été une série complètement différente de ce que George Martin aurait voulu. Le mieux, ça aurait peut-être été de consulter George Martin tout simplement. Et tout ça, c'est à cause des 2 scénaristes, David Benioff et D.B. Weiss. Tout simplement parce que ces deux-là ont tout simplement voulu raconter leur propre histoire à leur sauce, quitte à ce que cela contredise absolument tout ce qui a été fait par les fans. Je pense notamment à Daenerys qui devient reine. Bon, ok, c'est ce qui était prévu depuis longtemps, mais c'est juste la façon dont elle devient qui fait que c'est trop facile et que ça donne la sensation que sa victoire n'est pas du tout méritée. Moi par exemple, je voyais ça, la première fois j'avais pas du tout eu cette sensation que cette victoire était méritée. Le côté Hitler et dictatrice qu'elle devient, c'est bien, mais voilà, non seulement ça va beaucoup trop vite, et je crois qu'en fait, c'est principalement ça le problème de la saison 8 de Game of Thrones, même de la saison 7. Beaucoup trop de choses vont beaucoup trop vite, et ça c'est dû au fait que 13 épisodes pour tout conclure, c'est trop court. Parce que HBO Max était chaud pour faire beaucoup plus d'épisodes. Bon, faut dire, les gars, ils voient que Game of Thrones c'est rentable, donc forcément qu'il fallait plus d'épisodes. Il aurait juste fallu que les scénaristes acceptent. Mais non, les gars ont décidé de prendre l'autre alternative, à savoir tout conclure au plus vite possible, histoire de passer à autre chose. Alors, est-ce qu'ils voulaient passer à autre chose ou est-ce qu'ils voulaient en finir vite? Je ne sais pas, ça, c'est à vous d'en débattre dans les commentaires. Et maintenant, parlons des marcheurs blancs, justement. Les marcheurs blancs, c'était ce qui était de plus attendu dans Game of Thrones. S'il y avait bien une chose que l'on attendait tous dans Game of Thrones, c'était ça, que les marcheurs blancs viennent s'abattre sur tout le royaume de Westeros afin de tout détruire et d'imposer leur propre règne aux alentours du reste du royaume et du monde et de y faire régner la mort, pour l'éternité. Il y a des millénaires de ça, vivait l'époque que l'on appelait la longue nuit. Une longue nuit donc qui laissait les marcheurs blancs régner sur le reste du monde pendant des années et des années, jusqu'à ce que de jeunes héros se rebellent contre eux, notamment le héros engagé par le maître de la lumière pour pouvoir mettre un terme au règne du roi de la nuit, ce qui le faisait fuir. Et sous ordre du Brandon le pâtisseur, un énorme mur de plus de je ne sais combien de pieds a été créé pour ne laisser aucun marcheur blanc devoir passer. Alors comment? Je pense que les marcheurs blancs ça sait nager les gars. Mais pour justement éviter que ces derniers passent, on y impose de créer ce que l'on appellera plus tard la garde de nuit, justement afin d'éviter à ce que les morts ne puissent passer à la suite. Donc du coup t'apprends ça et tu te dis qu'il va y avoir une bataille épique tout au long de la saison 8 contre les marcheurs blancs, tu te dis mais ça peut être grave cool, j'imagine à peine ce que cela pourrait donner. Tout ça pour qu'au final, les gars ils passent le mur. T'es très content, ils arrivent jusqu'à Winterfell pour une bataille absolument épique, donc t'es content. La bataille, elle est épique, même s'il y a certaines stratégies militaires assez connes, genre pourquoi est-ce que les Dothraki se dirigent vers eux? Bon, ok, mais le reste de la bataille finale sera épique. Elle est épique, ouais, c'est super. D'un coup, Arya apparaît comme une ninja, tue le roi de la nuit et tout s'arrête là. Bon, vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est Arya qui tue le roi de la nuit? Il y a forcément une explication, hein, les showrunners, avouez, vous avez une solution. We hope to kind of avoid the expected, and Jon Snow has always been the hero, the one who's been the savior, but it
just didn't seem right to us for this moment. She seemed like the best candidate, provided we weren't thinking about her in that moment. Ok, vous vous foutez de ma gueule en fait, c'est ça. Bon allez, je ressaute par la fenêtre là, j'arrive. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que George R. R. Martin, lui, voulait que tous ces personnages soient logiques? Bah pour David Benioff et D.B. Weiss, visiblement ça c'est pas par contre rentré à l'esprit ça. Ah c'est dommage, mais bon c'est comme ça, que voulez-vous. Donc ouais les gars, la longue nuit n'a duré qu'un soir. Et du coup bah... tout ça pour rien finalement. Parce que bah on a attendu toute cette bataille là pour qu'une simple ninja Arya Stark arrive à tuer le roi de la nuit pour je ne sais quelle raison. Voilà, il n'y a aucune ambivalence, aucune ambiguïté, rien du tout. Et après, déjouer les attentes des spectateurs, c'est pas une mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu mets des attentes sous l'œil des spectateurs, bah normalement tu es censé t'attendre à deux choses quand tu es scénariste. Soit, bon, tu accomplis les attentes de tes spectateurs, soit tu les contrecarres en essayant de proposer quelque chose d'intéressant, justement. Et laissez-moi vous donner 2-3 exemples. Dans la trilogie originale de Star Wars, on te présente Luke, un jeune fermier qui vit avec ses parents fermiers, etc., et qui sera obligé de partir à l'aventure pour affronter un gros méchant machiavélique habillé en noir qui souhaite conquérir l'univers et y imposer son énorme dominance. C'est simple, c'est clair et c'est efficace, mais le scénario t'indique une seule chose, que un jour, ce jeune Luke va devoir être obligé d'affronter ce grand méchant habillé en noir tout machiavélique un jour ou l'autre, ce qui arrive à la fin de sa saga et qui permet de conclure cette saga. En gros, on a tenu ses promesses jusqu'à la fin de cette histoire. On t'a promis un grand combat entre les deux, ce grand combat est finalement arrivé. Alors que dans une autre saga spatiale comme Alien par exemple, on te promet une équipe chaleureuse qui vont devoir aller dans l'espace pour pouvoir trouver 2-3 petits échantillons, tout ça. Ils trouvent 2-3 petits échantillons et on te promet que ces échantillons seront très intéressants à voir. Sauf que le problème, qu'en fait c'était pas très intéressant à voir vu que les échantillons qu'ils ont dénichés contenaient un alien ultra dangereux capable de becter n'importe quel humain qui se dresse sur son chemin, le tout en saccageant entièrement leur vaisseau jusqu'à la mort. Un t'a promis une chose et te l'a donné à la toute fin, alors que l'autre, lui, il t'a promis quelque chose, mais il t'a dit non, t'auras pas le droit à ça, t'auras le droit à autre chose. Et dans les deux cas, avoir autre chose, ça peut être tout aussi passionnant. Avoir un grand alien, ça permet de traumatiser toute une génération, faisant de ce alien un classique de l'histoire du cinéma, tout comme Star Wars est lui aussi de son côté devenu un grand classique du cinéma. Mais justement, si tu contrecarres les attentes des spectateurs, eh bien il faut justement que leurs attentes, déjà elles soient justifiées, parce que si on attend pour rien, voilà. Mais si c'est pour contrecarrer les attentes, la question va être de savoir maintenant, qu'est-ce que tu vas proposer derrière? Parce que si tu proposes rien d'intéressant, on va se sentir un petit peu trahi comparé à ce qu'on aurait pu attendre à la base. Par exemple, on nous a promis une grande bataille de marcheurs blancs contre les êtres humains pendant quelques années peut-être, mais peut-être pas non plus. Du coup, tu t'attends à quelque chose de grandiose. Au final, t'as droit à une longue nuit qui a duré qu'un seul épisode avec une ninja qui est capable de tuer le roi de la nuit avec toute une facilité déconcertante. Du coup, grosse trahison de la part du spectateur. Et surtout, on sait pas pourquoi est-ce que Jon Snow a ressuscité à la fin de la saison 5. Parce que, on sait pas. Enfin, voilà, on nous avait promis que ça devait être l'élu. Or, c'est l'élu de quoi? Élu de quelle prophétie? Élu de quoi? C'est comme si dans Alien, justement, on nous montrait qu'il y avait un vaisseau spatial avec des échantillons à récolter, etc., Sauf que dans les échantillons à récolter, ils sont pas intéressants. Du coup, nos héros, ils se tirent de la planète et ils voyagent autre part. Et du coup, il y a rien d'intéressant derrière. C'est pas intéressant alors si t'as rien d'intéressant à proposer justement. Et c'est justement pour toutes ces raisons qu'il y a 5 ans nous avons tous été déçus de la fin de Game of Thrones. Tout simplement parce qu'il a déjoué sur nos attentes, certes, mais non seulement en proposant rien d'intéressant, en allant en contresens de toute logique et de toute... j'ai pas d'autre mot à part logique, et surtout que, au vu de l'ambition qu'il y avait à devoir conclure cette saison, forcément qu'on en attendait plus. Donc avec tout ça, tous ces critères font que la saison 8... est extrêmement décevante. Alors que pourtant... Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce terme-là. Et pourtant il est là, il est là et ça ne choque absolument personne. Quoi, ne pas le mettre sur une truc de fer lui, bande de... Réfléchissez dans vos cagouches, les gars. Son art d'écriture n'est presque plus tout à fait la même comparé aux autres saisons. 97% parce que je pense pas qu'on reverra une série comme celle-là. Parce qu'elle m'a bouche bée, elle m'a époustouflé pendant plusieurs années. Et merci pour ça. La saison 8 de Game of Thrones exceptionnel. Non, je vous jure les gars, c'est même pas une vanne, c'est exceptionnel, extraordinaire, bref. En un sens, c'est un chef-d'œuvre.
D'accord, tous les défauts que je vous ai mis en avant sont accablants. Mais pour autant, écrire une fin de série, je sais que je le dis souvent, mais c'est ultra hardcore et hyper compliqué. Rien que dans ma chaîne secondaire, on l'avait avec Shingeki no Kyojin, bah ça s'applique totalement avec Game of Thrones. Parce qu'après tout, combien de séries se sont ratées à devoir nous proposer une fin soit satisfaisante, soit pas tchac, soit nulle à chier, soit oubliable par rapport à ce qu'elles nous proposaient à la base. Combien de séries ont-elles réussi à nous proposer quelque chose de grandiose, mais qui malgré tout se sont vautrées par rapport à ce qu'ils voulaient. Et surtout, combien de séries nous ont déçus au bout d'un moment et on s'est dit stop, allez, on arrête tout, on n'en peut plus, fin de l'histoire, fin du pestacle, au revoir. Et puis surtout, faut admettre une chose, la série nous a captivés en l'espace de plus de 1 mois, soit 6 semaines si on arrive à compter. Franchement, combien de fois est-ce qu'on a eu des frissons et combien de fois est-ce qu'on s'est presque retrouvé en larmes pour certains lorsqu'on a vu certains de nos personnages réussir. Combien de fois est-ce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on a vécu ce moment incroyable et combien de fois est-ce qu'on s'est senti nostalgique à l'idée de vouloir revivre ce moment tant est-ce qu'il nous paraissait unique. La fin de Game of Thrones c'était une expérience tellement incroyable à vivre que je regrette certains de ne pas y avoir participé parce que franchement c'était une expérience absolument inoubliable, que ce soit pour moi ou peut-être même pour certaines personnes qui me regardent ici-bas. Et je suis hyper content de me dire qu'on a eu au moins la chance d'avoir vécu quelque chose avec cette série. Elle nous aura captivés et elle nous aura surtout montré que même les séries les plus grandioses peuvent arriver à la pente descendante et ce peu importe le succès qu'elles auront. Les acteurs d'ailleurs étaient tellement à fond sur leur personnage que lors de leur première lecture de leur script, ils se sont retrouvés en larmes à l'idée de voir leur personnage soit crever, soit faire des trucs improbables, soit... voilà, c'est ça les émotions quoi, comme dirait l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Après la fin de la série, un documentaire était sorti sur la chaîne de OCS et je sais pas si vous avez pu le voir, mais ce documentaire était non seulement intéressant et surtout fascinant à regarder. On a pu voir ce que les acteurs ont pu ressentir lors de leur dernier tournage sur cette série. On a pu aussi voir ce que certains ont pu penser de ce qu'ils ont pu vivre là-bas. Bref, voilà ce documentaire. Si vous arrivez à tomber dessus un jour, n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, il est très intéressant et surtout, il est très prenant à voir. Rien que pour l'anecdote de savoir qu'en 51 nuits, l'épisode 3 de la saison 8 a dû être tourné. Ouais, franchement, c'est... je pense que ouais, c'est assez chaud à gérer, je pense. Tout à l'heure, je vous ai parlé de fin de série depuis tout à l'heure, mais sachez que les fins d'une série, c'est tellement rare qu'il y a des séries qui n'ont littéralement jamais eu de fin, même après des centaines d'années. Soit parce qu'elles se sont fait annuler parce que, voilà, elles étaient pas tchac ou manque d'audience, ou soit parce que leurs auteurs précédents étaient morts et du coup n'ont pas eu la chance de pouvoir finir leur série avant leur moment funeste. Et d'ailleurs, chez nous, les fans de manga, ça peut en inquiéter plus d'un, ou alors ça a pu en attrister plus d'un pour certains. Moi-même, de mon côté, j'ai vécu des choses que je n'ai jamais vécues avec une autre série. Vivre cette fin, ça a été une expérience tellement unique que je ne saurais comment la décrire. Voir mes personnages préférés devenir ce qu'ils sont, suivre en plus de ça leurs acteurs sur les réseaux sociaux avec passion. Bref, voilà, la fin de Game of Thrones, ça aura été vraiment quelque chose pour moi. Encore aujourd'hui, on s'en souvient de cette fin. Et je pense que le mieux, ce serait de nous en souvenir. Déjà parce que, bon, on l'a vécu comme pas possible et on l'a attendu comme Zinedine Zidane en Coupe du Monde de 1998. On a eu des batailles finales avec un professionnalisme et d'une qualité rare, surtout pour un final de série, je préfère dire, même pour une série lambda, je préfère préciser. Le budget était tel qu'à son époque, c'était la série la plus chère de tous les temps, avant bien sûr qu'elle ne se fasse dépasser par Rings of the Power, Stranger Things et House of Dragon, son petit frère, qui promet de grandes choses pour l'avenir, en tout cas, ça on en parlera pour une prochaine vidéo, c'est promis. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous demande amplement de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. Et surtout, s'il faut retenir cette série pour une chose, c'est que n'importe quelle série, peu importe à quel niveau est-ce qu'elle sera, peut se louper sur sa fin et peut nous promettre un atterrissage sanglant. Et c'est d'ailleurs parfaitement ce qu'a retenu Hajime Isayama de sa fin sur Shingeki no Kyojin. C'est pour ça qu'on a eu la fin que l'on a eue aujourd'hui. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que Miskina, quoi. Enfin, voilà, s'il vous plaît, allez me voir cette vidéo. Si vous avez vu la fin de cet animé, bien sûr, s'il vous plaît. Le musicien de la série s'est dépassé, nous a offert du prime en termes de OST, tellement c'est épique. J'ai jamais entendu des OST aussi épiques comme celle-là et franchement merci pour les travaux. Merci à George R.R. Martin d'avoir pu donner l'opportunité à deux showrunners d'écrire une série
potable, contrairement à Wolverine Origins par exemple. Merci à tous les acteurs de s'être dépassés et surtout Kit Harington qui avait énormément de lacunes en début de série mais qui au fil de la série s'est amélioré en termes d'acting et a progressé d'une force inouïe au point d'apparaître sur des pubs de parfum absolument magnifiques. Merci à Sophie Turner d'être devenue suffisamment populaire pour lâcher la fameuse phrase du troisième, c'est toujours le pire de tous. Merci Bran Stark d'être devenu mon personnage préféré de toute la série et rien que pour ça je te respecte. Merci aussi à Arya Stark d'être devenu un de mes fantasmes sexuels. Alors attendez, c'est qui m'a écrit ce texte là? Parce que merci Maisie Williams de m'avoir fait découvrir ma sexualité. Non, désolé les gars, on va passer à autre chose parce que merci à Lena Headey d'avoir supporté un public aussi toxique parce que bon, jouer un personnage détestable, ça peut avoir des répercussions sur beaucoup d'entre nous, hein, sachez-le. Et on remercie aussi Nicolas Coster-Waldau de l'avoir accompagné et d'avoir été le personnage préféré de beaucoup de fans et Sauvalou évidemment. Mais surtout, avant tout, merci à HBO de nous avoir offert une série aussi mythique et qui marquera l'histoire de la télévision pour toujours. Grâce à vous, les séries se dépassent en termes d'effets spéciaux et de moyens. Ils nous proposent du grand spectacle alternatif au cinéma. Et surtout, vous nous permettez de voir ce dont vous êtes capable et de montrer à quel point toutes les productions qui sortent aujourd'hui sont inférieures à vous. Non seulement vous nous l'avez prouvé avec House of the Dragon il y a 2 ans, et cette année encore une fois, vous allez nous le prouver, j'espère en tout cas, avec sa saison 2 de House of Dragon qui promet d'être légendaire. En tout cas, c'est tout ce que j'espère et c'est sûrement tout ce que vous espérez vous aussi. Et rien que pour ça, merci infiniment à vous et on espère que le succès de House of Dragon permettra de lancer encore plus de séries dérivées de l'univers de Game of Thrones. Une série sur Jon Snow est encore rangée dans les placards et promettra sûrement d'arriver. Peut-être même qu'on aura une série sur la longue nuit qui était prévue à la base. Peut-être même que l'on aura droit à, je sais pas moi, une série sur Aegon le Conquérant. Peut-être même un film, une saga au cinéma comme c'était prévu à l'origine. Moi en tout cas, j'attends énormément de cet univers et comptez sur moi pour encore vous en parler dans les années à venir.